cet échange débat, on est ravis de vous accueillir, comme d'habitude, pour pouvoir échanger sur la pratique du métier d'ergonome, pour échanger également de façon plus large sur les interventions qui peuvent se dérouler dans le domaine de l'entreprise et qui touchent de près ou de loin les questions de santé, d'efficacité, de fiabilité au travail, etc. Alors, j'aurai un rôle particulier ce soir, c'est-à-dire que je vais à la fois avoir le rôle d'introduction, mais également le rôle de, comment dirais-je, animateur des débats. Donc je vois que personne n'est au niveau des 4 premiers rangs de l'amphithéâtre. J'y vois peut-être une peur par rapport au pneu qui est à ma droite. En tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse échanger pendant un petit moment, à partir de ce qui nous sera présenté par Gaëtan, qui se présentera de façon plus précise, Didier, qui est également à côté de lui et qui se présentera également tout à l'heure. Et puis nous avons l'occasion d'avoir avec nous le vice-président formation continue, M. Jam, et Fabien, qui va introduire le propos, puisque je crois qu'il s'est passé quelque chose au niveau du master pour l'année à venir. En tout cas, l'année universitaire qui va s'amorcer en septembre 2017. Oui, merci. Je vais être très court pour donner la parole à Michel juste derrière, mais juste préciser que le format un peu particulier par rapport à ce que vous avez pu connaître de cette conférence, c'est à la fois une volonté de varier les formats, mais aussi une occasion très particulière de mettre en avant ce que peut apporter un ergonome information dans une entreprise qui l'accueille et qui lui donne un sujet à traiter. Ils vont se présenter, il n'y a plus d'ergonome en formation à la tribune, là, mais un jour ou l'autre, ça l'a été. Et on a été soutenu pour permettre de développer cette intégration de l'ergonomie dans les entreprises grâce à l'obtention de l'apprentissage. Donc à partir de l'année prochaine, nos étudiants en Master 2, donc en dernière année de professionnalisation en ergonomie, bénéficieront d'une nouvelle possibilité de contractualiser leur présence dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'au-delà des conventions de stage classiques, des contrats de professionnalisation qui existaient déjà, maintenant, grâce au soutien de la région, on aura la possibilité d'offrir aux étudiants qui deviendront donc des salariés le statut d'apprenti, qui est un avantage précieux en termes de soutien social, j'ai envie de dire, aux étudiants concernés, que ça leur donne un statut, une assise, et aussi en termes de reconnaissance par les différents partenaires de notre formation. J'en dis pas plus sur les missions qu'un alternant dans ces conditions-là peut réaliser. C'est un peu l'objet du débat, de la discussion et de la présentation. Juste donner un peu la parole à Michel pour remercier l'Université Clermont-Auvergne qui nous a soutenus dans ce projet-là. C'est un projet de longue haleine, hein, c'est plus d'1 an et demi de travaux techniques et politiques. Et on est bien content d'avoir été aidés comme ça. Bonsoir, donc bienvenue à l'université pour ceux qui ne sont pas de l'université. Donc effectivement, pour nous, ces sujets sont très importants. Aujourd'hui, on a plusieurs travaux engagés avec les partenaires socio-économiques sur ces thématiques, on va dire, de la vie au travail au sens général, hein, avec l'impact du numérique et des répercussions sur les salariés. Donc il y a les problèmes de RPS, mais il y a d'autres problématiques, notamment de management, enfin tout un tas d'éléments qui sont beaucoup discutés dans les labos de recherche et beaucoup dans des groupes de travail où il y a à la fois des universitaires, des gens du monde du travail, pour essayer de réfléchir ensemble et voir un petit peu comment on fait évoluer tout ça pour que, on le sait bien aujourd'hui, le bien-être au travail, si les gens sont bien au travail, ils sont plus performants, donc les structures sont plus performantes. Et ça se retrouve dans les entreprises, mais aussi dans les administrations. Donc c'est vraiment un sujet très large et commun. Alors après, je vais remercier l'équipe, donc Jérôme notamment et Fabien pour le développement de l'ergonomie au sein de l'université. Hein. C'est Geoffrey, pardon. Pour nous, c'est quelque chose d'important puisque, en plus, ils avaient l'avantage d'avoir un très bon format de formation. C'est-à-dire qu'ils faisaient déjà l'alternance sans le savoir au départ, puisqu'ils alternaient des périodes en formation ici au sein des murs de l'université et puis des périodes en entreprise où on faisait beaucoup d'études de cas. Et je pense que c'est un très très bon mode de formation pour les gens qui suivent, qui suivaient le DU et le master aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore le DU. Hein.
Donc bon, je vous souhaite de bons échanges ce soir. Nous, l'université, on suit de près ces thématiques. Pour vous dire, aujourd'hui, on a un mode de partenariat qui lie l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise, notamment par le biais des campus des métiers et des qualifications. Et actuellement, l'Académie d'Auvergne va demander au ministère la création d'un campus innovation managériale. Et donc, on est en plein sur ces thématiques-là. Donc, je remercie aussi nos partenaires d'être là, parce que c'est important aussi de montrer qu'on travaille en réseau. Et je vous souhaite de beaux débats et puis d'essayer de faire progresser nos connaissances et notre expérience pour le bien-être de tous. Merci Michel, merci Fabien. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on parle concret et qu'on parle pneus, je crois. Donc ce que je vais vous demander par rapport au cadre temporel, c'est qu'on dispose à peu près de 45 minutes, plus ou moins. Et puis, si vous le voulez bien, derrière, on enchaîne ces 45 minutes avec des échanges, des débats, des commentaires. Pas que des questions, ça peut être des commentaires, ça sera peut-être des constats d'étonnement. En tout cas, on verra comment ça se passe. On va voir, comment dirais-je, on va laisser la magie opérer. Exactement. Didier Gaëtan, qui souhaite être présenté en premier lieu. Gaëtan ? Bonsoir à tous. Un grand merci à toute l'équipe du Master Expérience Corporelle et Ergonomie pour l'invitation. C'est avec plaisir que nous sommes là avec Didier parmi vous ce soir. Alors, pour ne rien vous cacher, pour parler en toute transparence, la commande qui nous a été mise, c'est vous parler de la pratique, de vous parler du terrain et plus concrètement d'actions qui ont pu être menées dans le champ de la prévention des risques professionnels et qui ont participé à optimiser la performance globale d'une entreprise. D'où l'intitulé de cette conférence, l'analyse ergonomique du travail, une démarche dans l'action et pour l'action au service de la performance globale de l'entreprise. On reviendra sur cette notion, bien évidemment, de performance globale tout au long de cette conférence et ça sera même notre fil conducteur. Pour répondre à cette commande bien précise, avec Didier, on a choisi de structurer les échanges de ce soir autour de 3 grandes parties. Alors ces parties, elles ne sont pas du tout indépendantes les unes des autres, bien au contraire, elles sont reliées entre elles. Dans la première partie, il nous semble important de dire 2-3 mots sur notre trajectoire professionnelle afin que vous puissiez appréhender l'angle de vue qui va être adopté pour cette conférence et qui est en lien direct avec qui nous sommes, avec notre parcours, notre histoire, nos valeurs, nos mobiles. C'est un angle de vue parmi d'autres qui est bien évidemment discutable. Puis ensuite, on vous fera part d'un récit d'une intervention ergonomique qui a été réalisée à l'occasion d'un stage de Master 2, réalisé en contrat de professionnalisation en partenariat avec le groupe Michelin. Puis dans un dernier temps, on se servira de ce récit pour échanger autour de la pratique de l'ergonomie et pour vous faire part de notre expérience à tous les deux sur ce vécu du contrat de professionnalisation et pourquoi pas pour donner envie à certains d'entre vous de passer le cap et de se lancer dans l'aventure. Alors, en ce qui me concerne, je suis plutôt sportif par nature, donc je me suis logiquement orienté vers l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand, où j'ai tout d'abord réalisé une licence en activité physique adaptée. L'activité physique adaptée, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser le sport à des fins thérapeutiques pour des individus porteurs de déficiences, où il s'agit d'adapter le niveau d'activité physique au regard des déficiences dont l'individu est porteur pour contribuer à l'amélioration de son capital santé. Vous constaterez qu'on n'est pas très loin des maximes défendues par l'ergonomie qui consistent à adapter le travail à l'homme. Donc j'étais déjà sans doute sur le bon chemin. Donc ça m'a emmené au Master 1, puis au Master 2, expérience corporelle et ergonomie, que j'ai réalisé en contrat de professionnalisation, en partenariat avec le groupe Michelin. Et donc l'individu qui est à côté de moi, Didier Lafont, était tout simplement mon tuteur métier. Et donc je vais lui laisser le soin peut-être de se présenter. Bon, donc Didier Lafont, donc je suis ergonome pour le groupe Michelin. Je commence à être un petit peu un dinosaure de l'ergonomie dans le groupe Michelin.
On a commencé dans le groupe à structurer, on va dire, toutes les démarches ergonomiques et l'implantation il y a maintenant 17 ans. Donc, il se trouve que je suis arrivé à peu près à la fin de la première année. Donc, je commence à avoir un petit peu de recul là-dessus. J'ai suivi plusieurs postes opérationnels, ensuite un petit peu moins opérationnels, et maintenant je travaille donc avec un de mes collègues qui est ici présent, on va dire plus sur des aspects de, j'ose pas dire gouvernance, ça fait prétentieux, mais disons de guidage un petit peu de la partie ergonomie au sein du groupe Michelin, c'est-à-dire anticiper les problèmes, anticiper aussi un petit peu les orientations. Et moi, juste quelque chose, je suis vraiment très fier d'être avec Gaëtan, parce que Gaëtan, je l'ai trouvé, moi je l'ai eu comme ergonome en culotte courte, vraiment en culotte courte, en début de Master 2, et je le retrouve ici avec une aisance à la parole qui me laisse sans voix, et je le retrouve comme ergonome vraiment professionnel, donc je suis vraiment content du parcours justement qu'il a fait. Quand on parle de professionnalisation, là on a un bel exemple. Le plaisir est partagé. Donc, Didier Lafont était mon tuteur métier et j'avais également un tuteur universitaire. Hein, c'est la particularité du contrat de professionnalisation. Ce tuteur, je tiens à le saluer, hein, il est ici présent ce soir, il s'appelle Hugues Chambon. Et donc, il est tout simplement passé du statut de tuteur à un statut de patron, puisque j'ai eu le plaisir d'intégrer le cabinet Atout Synergia à la sortie de mon master. Donc, on est situé à Vic-le-Comte. C'est un cabinet qui a 2 champs de compétences, la formation professionnelle et l'ergonomie. En ce qui concerne l'ergonomie, on accompagne les entreprises qui ont des enjeux forts autour des questions de santé et de performance. Les accompagnements qu'on propose sont multiples. Ça va de la prévention des TMS, la prévention des accidents du travail, la mise en place de projets autour de la qualité de vie au travail, des accompagnements de projets de conception, de réorganisation, de réaménagement, du maintien dans l'emploi. Enfin, l'objet commun de toutes ces formes d'accompagnement, c'est de mettre l'humain au cœur de nos préoccupations et de faire en sorte que le travail, tout simplement, soit toujours adapté à l'homme, et ce, quelles que soient ses caractéristiques. Donc maintenant, je vous invite à faire un bond en arrière pour vous faire part du récit de l'intervention ergonomique que j'avais menée à l'occasion de mon stage de Master 2. Donc le groupe Michelin, vous le connaissez tous, hein, c'est un fabricant de pneumatiques. Michelin, c'est aussi quoi? C'est une présence commerciale dans 170 pays, 70 sites industriels dans le monde, plus de 110 000 employés, dont l'égérie et le célèbre Bibendum, qu'on ne présente plus. Au sein de cette entreprise, l'ergonomie est implantée depuis longue date, et je vais peut-être laisser le soin à Didier d'expliciter un peu comment est structurée l'ergonomie au sein du groupe. Voilà, sans vouloir faire vraiment de la pub, simplement, on présente le contexte dans lequel Gaëtan est arrivé. C'est-à-dire que Gaëtan est arrivé dans un groupe qui était déjà très structuré avec une forte présence d'ergonomes. Donc on a le droit de se dire, après tout, qu'est-ce que vient faire un étudiant là-dessus? Est-ce qu'il est là pour refaire ce que les ergonomes ne veulent pas faire ou autre? On verra que ça a son importance, justement, quel est l'apport d'un ergonome et quel est le vécu d'un ergonome au sein d'un groupe. Simplement, très rapidement, vous voyez, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Michelin a une présence mondiale, donc sur tous les continents, alors c'est pas vrai, pas l'Australie, et avec plusieurs ergonomes. Vous avez ici un des aspects de la présence des ergonomes, rien que donc pour la partie France, mais aussi pour le reste de l'Europe, c'est-à-dire qu'on est très multiculturel, c'est 14 langues quand même chez nous, même si le français et l'anglais dominent. Il y a 14 langues différentes chez nous. On a des gens qui coordonnent tout ça, au niveau de l'Europe, donc Francisco Santana. Mais vous voyez qu'on travaille aussi bien avec la Roumanie, la Hongrie, la Serbie, l'Italie, beaucoup en France, et puis vraiment au-delà de l'Europe même. Donc Gaëtan est arrivé dans une structure qui existait comme ça. Il a fallu qu'il s'intègre. Exactement. Donc, en ce qui me concerne, la demande d'intervention, elle était rattachée au site du Brézé, qui fait partie des 7 sites Michelin clermontois. Alors, ce qu'il faut retenir au sein du Brézé, c'est que ce site abrite le siège de la direction commerciale du groupe. Donc on va être sur des activités de support, des activités de service, celles dont l'ergonomie a peu de vue, il me semble. C'est aussi ça qui a généré la demande à l'origine de l'intervention. C'est une des raisons de ta présence. Donc sur le site du Brézé, il y a plusieurs lignes produits. Michelin est structuré autour de lignes produits, donc ce sont des catégories de pneus. Nous, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'intervention, on va avoir à faire face à ce type de pneus-là, qui sont des pneus poids lourds, donc des pneus de plus grosse envergure.
Au sein du Brézé, il y a plusieurs services, dont Michelin Solutions, qui commercialisent des offres de services. Une des offres proposées, elle se nomme l'entretien kilométrique. Donc par cette offre, il faut comprendre qu'au lieu de facturer des pneumatiques à ses clients, Michelin Solutions, ce qu'il facture, c'est de la mobilité au travers d'une facturation au kilomètre. Donc ce que le client paye, c'est l'usure du pneumatique. Ce n'est pas le pneumatique, c'est le même principe que le leasing, exactement. Donc les clients, qui sont-ils, hein? Ce sont des transporteurs routiers, des transporteurs scolaires, transporteurs de gaz. Et donc pour honorer cette offre, Michelin Solutions met à disposition de ses clients des opérateurs de flotte. Donc, et la demande d'intervention concerne cette population des opérateurs de flotte. Les opérateurs de flotte, qui sont-ils? Ce sont des techniciens spécialisés sur les interventions sur les pneumatiques, qui réalisent toute intervention, le montage, le démontage, le recreusage, le rechappage, le stockage des pneumatiques. L'objet commun de toutes ces formes d'intervention, c'est d'exploiter au maximum les propriétés des pneumatiques Michelin et d'optimiser donc la durée de vie des pneumatiques, donc d'emmener les pneus à usure maximale. Et oui, ce que le client paye, c'est l'usure du pneumatique. Donc plus le pneu va à usure maximale, plus le client paye. C'est un peu ça l'idée. Donc la demande à l'origine de l'intervention, la voici, elle est exprimée par le responsable sécurité du site du Brézé, qui nous fait part de contraintes ergonomiques décelées chez cette population des opérateurs de flotte. Et donc ce qu'il souhaiterait, c'est dans un premier temps un diagnostic ergonomique des situations de travail actuelles, puis des propositions d'aménagement, qu'elles soient d'ordre technique, organisationnel ou de formation, et un accompagnement à la mise en œuvre des solutions d'amélioration. Donc quand on est saisi d'une demande, en tant qu'ergonome, le premier travail qu'on fait, c'est qu'on va l'analyser pour en comprendre le sens, le cheminement, les enjeux qui y sont sous-jacents. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette demande? C'est que déjà, elle est très bien structurée. On voit qu'à Michelin, il y a une certaine culture à l'ergonomie. On ne reçoit pas toujours des demandes de la sorte. Je pense qu'il y a beaucoup de Master 1, DU, Master 2 qui pourraient en témoigner. Bien souvent, les demandes qui nous sont adressées, c'est on voudrait, par exemple, acheter un matériel, est-ce que vous êtes d'accord? Donc on voit l'ergonomie comme un coup de tampon. Alors que là, on voit bien qu'on demande un diagnostic préalablement à la mise en œuvre de solutions d'amélioration. Et ça, c'est un point très positif. En effet, on a une démarche qui est complètement similaire à celle des médecins. Quand vous êtes malade, que vous allez chez un médecin, avant de vous prescrire un traitement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un diagnostic médical pour vous donner le traitement le plus adapté à vos besoins. Et nous, en tant qu'ergonomes, c'est la même chose. On ne vous donnera jamais des solutions toutes faites. On n'a pas de baguette magique. Pour vous donner des solutions adaptées aux besoins de l'entreprise et des salariés, on a besoin de réaliser au préalable un diagnostic ergonomique. La deuxième chose qu'on peut se dire, c'est que cette demande, elle est exprimée par le responsable sécurité du site de Brézé. Donc forcément, elle a pris la coloration des enjeux qui sont poursuivis par cet acteur, à savoir des enjeux de santé et de sécurité. Or, est-ce que pour autant, le point de vue d'un seul acteur de l'entreprise est bien représentatif du travail dans toute sa complexité? Sans doute que non. Le travail est toujours structuré par un ensemble de logiques hétérogènes qui sont liées à la santé, la sécurité bien évidemment, mais aussi la rentabilité, la qualité, la satisfaction clientèle et le développement des compétences, qui n'apparaît pas à l'écran. Et si on veut avoir une compréhension du travail dans sa globalité, encore faut-il avoir une vue d'ensemble sur toutes les logiques qui le structurent. Autrement, on risque de mettre en place des solutions d'amélioration qui ne répondent pas aux besoins de certains acteurs de l'entreprise. Et à ce moment-là, les solutions ne seront pas mises en place. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un comité de pilotage. Donc on a créé une réunion de lancement. Donc à cette réunion de lancement étaient présents tout un tas d'acteurs de Michelin Solutions qui avaient des enjeux, bien évidemment, divergents. Donc était présent le responsable sécurité, qui était à l'origine de la demande. Cette réunion, c'était aussi l'occasion de lui faire affiner sa problématique. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, le responsable sécurité? Il nous dit qu'il y a une augmentation des accidents du travail
chez les opérateurs de flotte. Et il a constaté, sur la dernière année, qu'un quart des accidents étaient liés à la manutention et au stockage. Mais il a une vision très floue, il ne sait pas d'où ça peut venir. Donc il souhaiterait qu'on apporte un éclairage à cette hausse des accidents et pourquoi il se situe au niveau du stockage et des manutentions. Ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il voudrait profiter de l'intervention pour actualiser son document unique. Et oui, c'est écrit noir sur blanc dans les textes de loi, le document unique doit être actualisé à partir de l'analyse du travail réel. Qui mieux qu'un ergonome peut faire de l'analyse du travail réel? On est souvent oublié sur ces questions-là, alors qu'on a, pour moi, une véritable plus-value. Donc était présent également le médecin des travails qui avait réalisé des analyses préliminaires chez les opérateurs de flotte et qui avait détecté que c'était une population à risque du point de vue des TMS et des risques psychosociaux. Et donc ce qu'elle souhaitait, c'est qu'on mette en œuvre des mesures de prévention pour traiter ces risques. Était présent également le responsable France de l'activité, donc qui nous dit que le marché du pneumatique, c'est un marché qui est ultra concurrentiel et que ce qu'il souhaite, lui, à travers l'offre, c'est dégager des profits et conserver des parts de marché, et c'est bien normal, on le comprend. Et ce qu'il souhaiterait, c'est qu'on détecte les situations de travail où on pourrait avoir des écueils en termes de rentabilité, par exemple. Étaient présents également les responsables régions, donc pour comprendre au niveau hiérarchique, on a des opérateurs de flotte. Leur N+1, c'est les responsables régions. Leur N+2, c'est le responsable France. Donc, les responsables régions, ce qu'ils souhaitent, c'est que les clients soient satisfaits par la qualité des prestations qui sont proposées. Et enfin, étaient présents donc, les formateurs qui nous disent que la population des opérateurs de flotte est plutôt vieillissante, puisqu'il va falloir renouveler la moitié de la population dans les 10 années qui viennent. Et donc, ce qu'ils souhaiteraient, c'est faire en sorte que les ODF soient le plus performants possible à leur entrée dans le poste. Donc, bien évidemment, on prend en compte les enjeux de ces acteurs et on va faire en sorte de les intégrer à l'intervention ergonomique. Donc, à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qu'on fait également? On délimite un périmètre d'intervention. Alors, pourquoi? Le périmètre initial de la demande, il concernait la France entière. Parce qu'on voulait des mesures de prévention qui soient déployable à l'échelle de la France. Donc, le lien qui avait été fait, c'est si on veut des mesures de prévention qui soient déployables sur la France, il faut aller voir tous les sites de France. Or, je n'avais pas le temps, au vu de mon contrat de professionnalisation, d'aller voir tous les sites de France. C'est à peu près 200 sites. J'allais passer plus de temps en voiture qu'à l'analyse du travail. Donc, on a délimité un périmètre d'intervention pour qu'il soit cohérent au vu du travail des ODF et qui réponde aux enjeux poursuivis par les acteurs de l'entreprise. Donc voilà pourquoi on a ciblé 5 sites. Donc sur ces 5 sites, je me suis rendu sur ces derniers, où j'ai réalisé des observations, des entretiens, des recueils de traces. Donc ça m'a permis tout simplement de formuler ce qu'on appelle dans notre jargon des hypothèses à explorer. Donc ce sont des situations de travail pour lesquelles je suppose qu'elles ont un impact direct sur la performance globale de Michelin Solutions, et qu'elles peuvent nuire à l'atteinte des enjeux que s'assignent les acteurs que je vous ai présentés. Donc j'avais 3 hypothèses, une liée à l'indisponibilité des véhicules, qu'on ne traitera pas à l'occasion de cette conférence, une liée au stockage des pneumatiques et une liée à la formation des nouveaux arrivants. On abordera la formation des nouveaux arrivants dans une seconde partie. Ce que je vous propose, c'est de vous faire part de mon hypothèse en ce qui concerne le stockage des pneumatiques. Les équipes de Michelin Solutions ont établi un guide standard dans lequel sont répertoriés les différents espaces de travail qui sont jugés nécessaires pour que les ODF puissent travailler dans les meilleures conditions possibles chez le client. Si on s'intéresse au stockage, un client qui possède 100 véhicules, 100 cartes grises, doit mettre à disposition un espace de stockage qui est compris entre 15 et 30 mètres carrés. Un client qui possède 200 véhicules doit mettre un espace de stockage compris entre 25 et 50 mètres carrés. Ce guide, c'est une ressource précieuse pour les équipes de Michelin Solutions parce qu'il va permettre d'homogénéiser les espaces de travail des ODF à travers la France. Et il permet surtout de s'assurer que le client met bien à disposition de l'ODF des moyens de travail qui lui permettent de travailler dans des conditions de santé, de sécurité et d'efficacité optimales. Pour autant,
ce guide il n'intégrait pas deux grands types de variabilité à laquelle les EDF étaient soumis. La première variabilité, c'est une variabilité liée au phénomène de cessation des véhicules. Alors parfois, il arrivait que des clients décident de renouveler leur parc de véhicules. Donc ils vendent leurs véhicules. Alors comme je vous l'ai dit, les pneumatiques, ils n'appartiennent pas aux clients. Ils appartiennent à Michelin. Ce que le client paye, c'est l'usure du pneumatique. Donc quand un client décidait de vendre ses véhicules, les EDF devaient déséquiper les véhicules pour récupérer les pneumatiques qu'ils devaient alors stocker. Or, les espaces de stockage tels qu'ils avaient été négociés n'intégraient pas le surnombre de pneus occasionné par ce type de variabilité. La deuxième variabilité à laquelle les EDF étaient soumis, ce sont les monthivers. Donc sur les sites soumis à des hivers rigoureux, les clients décident de faire équiper leurs véhicules de pneus neige. Donc ce que font les EDF, ils vont commander des pneus neige en masse qui vont monter sur les véhicules, mais il faut bien récupérer les pneus été qui étaient sur les véhicules. Il faut alors les stocker. Or, encore une fois, les zones de stockage telles qu'elles avaient été négociées n'intégraient pas cette variabilité. Plus schématiquement, en l'absence de ces variabilités, il n'y avait pas de problème. Le guide il marchait très bien. Les équipes de Michelin Solutions avaient très bien fait leur travail. Les zones de stockage étaient en capacité d'absorber tous les pneus. Mais quand survenaient ces deux types de variabilité, nos zones de stockage, elles étaient en incapacité d'absorber le surnombre de pneus occasionné par les cessations et par les monthivers. Donc ça a entraîné trois types de régulation humaine. C'est-à-dire que les hommes vont réguler pour essayer de trouver une solution à cette situation. Un des compromis utilisés principalement par les opérateurs les plus avancés en âge, c'est qu'ils font le choix de stocker les pneus directement à l'extérieur. Alors que ce que nous renvoie le prescrit, c'est les pneumatiques sont composés de différents matériaux et composants dont les propriétés évoluent avec le temps. Ils doivent toujours être stockés dans des lieux aérés, secs, à l'abri de la lumière directe du soleil et des intempéries. En fait, quand on stocke un pneu dehors, on dégrade les propriétés du pneumatique. Aucune conséquence en termes de sécurité routière, mais au lieu d'exploiter par exemple 100% du potentiel du pneumatique Michelin, je vous donne une image, vous exploiterez que 80% du potentiel du pneumatique Michelin. Or, vous vous rappelez ce que nous avaient dit les responsables régions. Nous, ce qu'on veut, c'est satisfaire les clients souscrivant à l'offre par la qualité des prestations proposées. Typiquement, cette situation, elle est susceptible de ne pas satisfaire le client, donc il conviendra de la traiter. La deuxième stratégie de régulation humaine, c'est que les opérateurs faisaient le choix, donc ce sont des opérateurs jeunes cette fois-ci, de stocker les pneus en pile pour gagner de la place. Alors qu'encore une fois, le prescrit renvoie au fait que les pneus doivent être stockés comme ceci, sur la bande de roulement. Alors quand ils sont stockés en pile, il y a deux conséquences. Une conséquence en termes de qualité, qui n'est pas la conséquence principale, je ne vais pas la développer ici, mais une conséquence aussi en termes de santé. Une enveloppe poids lourd comme ça fait 50 kg. Vous imaginez que pour les stocker en pile comme ça, il faut déployer une énergie folle. Donc ça peut dégrader potentiellement le capital santé des opérateurs de flotte. Donc ça, on a cherché à le matérialiser. Donc on a fait ce qu'on appelle une chronique d'activité. Ici, vous avez toutes les opérations en ordonnée que réalise un opérateur de flotte lors du stockage des pneumatiques. En abscisse, c'est le temps. Et ce que vous voyez en rouge, c'est à chaque fois qu'un opérateur de flotte va solliciter ses épaules hors zone de confort, ça va être affiché en rouge. Et ce qu'on peut en retenir, c'est qu'à peu près la moitié du temps, sur le stockage, à savoir 25 minutes, les épaules sont sollicitées hors zone de confort articulaire, ce qui est un facteur de risque pouvant amener à l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Ajouté à ceci, les opérateurs de flotte, ils manipulent beaucoup de pneus. Le tonnage sur une journée, c'est de 9 tonnes. Donc l'intensité de travail est très très importante. Vous voyez, on sort même de l'outil Evan. Donc c'est une activité soumise vraiment à de fortes contraintes physiques. Donc on a une activité qui cumule sollicitation à risque des épaules avec des efforts très importants. Typiquement, on a un cocktail ici pour faire des troubles musculo-squelettiques. Or, vous vous rappelez ce que nous a dit notre médecin du travail. Ce qu'il veut, lui, c'est prévenir les risques de TMS et
les risques psychosociaux. Typiquement, cette situation-là peut être à la genèse de troubles musculo-squelettiques. Autre petite stratégie de régulation, vous vous doutez que pour stocker des pneus en pile jusqu'à 3 mètres, il faut bien trouver un moyen, surtout que le client n'a pas de gerbeur en général, hein, parce que ce n'est pas prévu. Donc les ODF se construisent des petits escaliers, comme ceci, pour pouvoir stocker les pneus jusqu'à 3 mètres ou les faire descendre. Or, vous rappelez encore une fois ce que nous avait dit le responsable sécurité, c'est qu'il avait vu que les accidents du travail étaient en augmentation, et comme par hasard, il nous dit qu'un quart des accidents sont liés à la manutention et au stockage. Ça, on n'a pas de mal à le croire, à en croire ce qu'on voit ici. La dernière stratégie de régulation, c'est que les EDF faisaient le choix de stocker des pneus directement dans l'espace réservé aux clients. Alors que normalement, des espaces de stockage ont été négociés avec le client pour stocker les pneumatiques. Donc on le voit ici, les pneus sont stockés soit dans les fosses, soit le long des rembarres du client. Donc potentiellement, cette situation, elle peut tendre les relations avec le client. Or, vous vous rappelez de ce que nous avaient dit nos responsables régions, nous, ce qu'on veut, c'est satisfaire les clients. Cette situation, elle peut, au contraire, tendre les relations avec le client. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, c'est aussi quelque chose de mental. Et ces 3 stratégies de régulation avaient un fort retentissement dans la sphère mentale des opérateurs de flotte. Alors, je vais m'expliquer. Les valeurs du groupe Michelin, elles sont fortes. Elles sont tournées autour de la qualité et de la satisfaction du client. J'emprunte à Jean-Dominique Sénard une de ses citations. « L'entreprise existe grâce à nos clients ». Les valeurs des opérateurs de flotte, elles sont sensiblement les mêmes que celles du groupe Michelin. Pourquoi ? Parce que les opérateurs de flotte ont un statut très particulier. Ce sont les ambassadeurs du groupe Michelin chez le client. C'est des mots forts que j'emploie, mais ce sont les seuls représentants du groupe Michelin chez le client. Et pour vous dire à quel point c'est vrai, ça c'est la place de parking d'un des ODF. Donc c'est le client qui a affiché la place de parking de l'ODF. Vous voyez que pour le client, l'ODF c'est le groupe Michelin. C'est le groupe Michelin. Donc les ODF, ce qu'ils veulent, par leur statut d'ambassadeur, c'est honorer l'image de marque de Michelin, faire un travail de qualité et rendre service aux clients. Donc ce qu'on constate déjà, c'est que les valeurs poursuivies par les opérateurs de flotte sont sensiblement les mêmes que les valeurs du groupe Michelin. Donc c'est une situation qui est plutôt vecteur de santé. En l'absence de variabilité, tout se passe bien. Les valeurs des ODF sont satisfaites, ils peuvent faire un travail de qualité dans des conditions de santé et de sécurité optimisées. Les valeurs de Michelin sont donc satisfaites également et le client est satisfait. Le contrat est respecté et donc le bibendum se porte bien. En présence de variabilité, les valeurs des ODF ne sont pas satisfaites. Ça ne leur fait pas plaisir de stocker des pneus à l'extérieur, de stocker des pneus chez le client ou de stocker les pneus en pile. Donc ils travaillent contre leurs propres valeurs, contre leur attachement à la qualité du travail. Donc les valeurs de Michelin ne sont pas satisfaites non plus, puisqu'elles sont tournées vers la satisfaction du client et vers la qualité. Et potentiellement, ça peut tendre les relations avec le client. Donc ça, c'est à l'origine de conflits. De conflits qui ne vont pas être débattus, intériorisés dans le corps des opérateurs de flotte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout seuls chez le client. Donc la plupart croient que ce qu'ils vivent, ils sont les seuls à le vivre. Et ces conflits, le problème, c'est que ça, pour vous donner une image, ça les déchire de l'intérieur. Donc, ce qu'évoque François Danilou, notamment, c'est que les risques psychosociaux, ce n'est nul autre que des débats sociaux qui n'ont pas eu lieu. Et là, on est typiquement dans ce genre de situation. Et en plus de ça, bien évidemment, le bibendum, là, il ne se porte pas très bien. Vous vous rappelez de ce que nous avait dit le médecin du travail, Ce qu'on veut, c'est prévenir aussi les risques psychosociaux. Donc, l'ensemble de ces situations, les 3 évoquées, peuvent être à la genèse de risques psychosociaux. Donc on restitue le résultat des analyses à l'ensemble des acteurs du comité de pilotage, ceux que je vous ai présentés. Et donc ce que décide le responsable France, c'est de poursuivre l'accompagnement. Donc ce qu'on lui propose, c'est de mettre en place une conduite de projet. Alors cette conduite de projet, elle est articulée
comme ceci. On a une composante de recherche de solutions qui va être en charge de rechercher des solutions. Ces solutions vont être validées ou invalidées par la composante de décision, qui inclut le responsable France, le responsable Europe, le responsable Monde. Et une fois qu'elles ont été validées, parce qu'on espère bien qu'il y en a quand même qui vont être validées, les opérateurs de flotte vont instruire les solutions avant leur déploiement définitif. Si ça marche, on déploie. Si ça ne marche pas, on repart sur une recherche de solutions. Alors, cette composante, elle a été assurée pour plusieurs raisons. Elle permet une représentativité des différents enjeux portés autour du travail des opérateurs de flotte. Comme je vous l'ai dit, on n'est jamais tout seul. Une situation de travail, c'est complexe par nature. Elle est structurée par divers enjeux et c'est important d'avoir ces enjeux au moment de rechercher les solutions. Elle permet une combinaison de l'ensemble des connaissances portées sur le fonctionnement de Michelin Solutions. Elle permet une approche globale et participative dans l'instruction des problématiques et dans la recherche des solutions. Et enfin, elle permet d'intégrer le point de vue des utilisateurs dans les solutions qui vont être mises en place. Alors pourquoi c'est important de mettre en place une structure de projet ? Parce que si un projet n'est pas structuré, on va droit dans le mur, on va droit à l'échec. Un projet, ça peut très vite passer d'un statut d'euphorie à une phase d'inquiétude, une phase de panique. On va rechercher des coupables, punir les innocents et promouvoir ceux qui n'ont pas trompé dans le projet. Donc cette petite image un peu humoristique que j'ai empruntée à l'ami Geoffrey montre bien qu'un projet, s'il n'est pas structuré par nature, on va droit dans le mur. Donc c'était sans doute la première étape préalable avant d'engager un processus de recherche de solutions. Donc là, il faut vous imaginer qu'on est avec la composante de recherche de solutions. J'ai un ODF ici, un responsable région ici, un autre ODF ici. Et donc, on présente le constat issu du diagnostic. Donc, sur des sites, tout va très bien. Les ODF n'ont aucun problème au niveau du stockage. Par contre, sur d'autres, ceux soumis au phénomène de cessation et à la variabilité, on a des pneus qui sont stockés en pile, donc ça peut dégrader le capital santé des ODF, des pneus qui sont stockés chez le client, tendre la relation avec le client, et des pneus qui sont stockés à l'extérieur, dégrader la qualité des pneumatiques. Et donc, la question que je leur pose, c'est, à votre avis, ce surstock de pneus-là, comment on peut l'absorber? Comment on peut s'en débarrasser? Donc là, les idées fusent. Donc il y a un opérateur qui me dit, ce qui serait intéressant, c'est de renégocier les espaces de stockage. Donc on émet ce souhait à la composante de décision qui nous dit, de toute façon, maintenant, tous les nouveaux contrats intégreront ces deux types de variabilité. On ne négociera plus de nouveaux contrats avec le client sans prendre en compte ce surstock de pneus. Mais par contre, on ne peut pas retourner voir le client et dire, on s'est trompé, il faudrait agrandir les espaces de stockage. On s'appelle Michelin quand même. Ça la fout mal. Donc une autre idée qui nous vient d'un opérateur de flotte, il dit, mais ces pneus, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse, nous, les commander. Donc des ODF qui n'ont pas de problème de pneus, quand ils n'auraient plus de pneus, c'est qu'on puisse venir les commander directement chez les ODF qui sont soumis à des surstocks de pneus. Surtout que nos logiciels le tolèrent. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur l'état des stocks de pneus de nos collègues, nous. On n'a aucune vue, on ne sait pas. Il y en a qui ont découvert que des ODF stockaient des pneus dehors ou chez le client. Et oui, ils travaillent tout seuls, ils ne se voient jamais. Donc qu'est-ce qui se passe quand ils commandent des pneus? Ils ont un processus exclusivement vertical. Donc on va passer par la centrale, Michelin Solutions. On fait apprêter des pneus des magasins de stockage chez les ODF. Alors qu'on avait des pneus ici, qu'on aurait pu potentiellement commander, et qui ne vont pas être commandés parce qu'on n'a aucune visibilité sur cet état de stock de pneus. Donc ce processus de réorganisation, d'organisation du commande de pneus, il n'est pas du tout compétitif en plus. Parce que tous les pneus que vous voyez ici, là, ils ne rapportent rien du tout à Michelin Solutions. Ce que Michelin Solutions facture, c'est de la mobilité, ce n'est pas des pneumatiques. Tous les pneus qui sont en stock ne rapportent rien du tout à Michelin Solutions. Or, s'ils étaient commandés par les ODF, ils seraient montés sur véhicule. Donc d'un pneu qui tend les relations avec le client, qui est susceptible de se dégrader ou de dégrader le capital santé des salariés,
ça devient un pneu rentable. Ça serait sacrément bien quand même, hein. Donc, pour trouver la solution, ce qu'on a mis en place, c'est des méthodologies de simulation organisationnelle à travers des avatars. Donc, travailler de la sorte, ça présente plusieurs intérêts. Déjà, ça permet de faire vivre différents scénarios, de tester différents types de solutions. Et puis d'acter le scénario retenu de manière collective et concertée, en intégrant les enjeux de chaque acteur de l'entreprise. Donc on est typiquement dans une démarche participative. Et ça permet aussi surtout de se projeter dans l'activité future et de ne pas oublier l'activité de travail dans les solutions qui vont être mises en œuvre. Donc on part d'un constat, hein, on n'a aucune visibilité sur les stocks de pneus disponibles. Donc vous voyez, hein, le problème s'affine. Le besoin, c'est de donner de la visibilité sur l'état des stocks de pneus à chaque EDF. Donc ça va se traduire par un logiciel informatique qui s'appelle Montiver, dont tous les EDF de France sont aujourd'hui équipés. Et ce logiciel, en fait, il va permettre à chaque EDF d'avoir l'état du stock de pneus de l'ensemble de ses collègues partout en France. Et dès lors, en fait, qu'un EDF va rencontrer des problèmes, va avoir un surstock de pneus, il va passer d'un statut vert à un statut orange, puis un statut rouge. Donc quand les EDF vont allumer ce logiciel pour commander des pneus, ils vont très vite voir les EDF qui sont en orange ou en rouge. Et à ce moment-là, ils vont commander les pneus directement chez l'EDF qui est en difficulté avec ses pneumatiques, au lieu de faire descendre des pneus de la centrale. Donc c'est plutôt intéressant. Donc l'idée, elle est la suivante, hein. Quand un EDF rentre en orange ou en rouge, les autres EDF viennent commander des pneus directement chez lui. Donc ça permet de désenclaver les sites soumis au Montiver et au phénomène de cessation. Donc, en guise de conclusion, on est passé d'un processus de commande de pneus vertical, ici à gauche, puisqu'on passait à chaque fois par les magasins centraux, à un processus de commande de pneus plus agile. C'est ce que demande Dominique Sénard, hein, il me semble, plus agile. Donc on a des processus de commande de pneus horizontaux avant de passer en boucle de commande verticale. Donc ce projet Montiver, qu'est-ce qu'il a engendré? Une augmentation de la rentabilité de l'offre entretien kilométrique. Tous les pneus qui étaient stockés n'avaient aucun gain pour Michelin Solutions. Donc là, on en fait des pneus rentables. Il a participé aux efforts de l'équipe entrepris quant à la valorisation des propriétés des pneus. Avec ce type d'organisation, les pneus ils seront plus stockés dehors, puisqu'à chaque fois qu'un EDF sera en surstock, on viendra commander directement chez lui. Donc on n'aura plus de pneus stockés dehors. Ça participera aux efforts entrepris quant à la fiabilisation de la satisfaction du client. Plus besoin de stocker des pneus non plus dans les fosses des clients. Ça participe aux efforts entrepris quant à la prévention des accidents liés au stockage en pile. Plus besoin de stocker de pneus en pile. Et ça participe aux efforts entrepris quant à la prévention des TMS et des risques psychosociaux. On a bien traité les situations à l'origine de TMS et de risques psychosociaux. Maintenant, je vais développer une autre de mes hypothèses. Donc, on a vu le stockage des pneumatiques. On va s'attarder à la formation des nouveaux arrivants. Les EDF néo-arrivants, néo-entrants, reçoivent une formation de 9 semaines avant leur prise de poste officielle. Parmi ces 9 semaines de formation, 4 sont dédiées à un enseignement théorique et 5 sont dédiées à un enseignement par la pratique. Au cours des enseignements théoriques, ils apprennent des connaissances relatives à la législation sur le pneumatique, les missions sur lesquelles ils vont s'engager, etc. Et au cours de leurs enseignements pratiques, ils se matérialisent par 2 stages. Un premier de 2 semaines sur un site, en présence d'un moniteur, puis un second de 3 semaines sur un autre site, en présence d'un autre moniteur. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, la formation, c'est une formation par la pratique, en partenariat avec un moniteur. Alors, les moniteurs, qui sont-ils? Ce sont des EDF qui sont considérés comme aguerris dans le métier. Donc, des EDF qui maîtrisent parfaitement toutes les opérations à réaliser sur les pneumatiques. Et ce qu'on leur demande, en fait, c'est de transmettre un peu leurs trucs et astuces, leur savoir-faire pour former les novices. Pour autant, nos moniteurs, ils n'ont aucune formation en ce qui concerne
la formation d'autres personnes. Ce sont des experts des pneumatiques, mais ils ne sont pas du tout formés à l'acte de former en lui-même. Donc le constat qu'on peut dresser, c'est qu'on a 9 semaines allouées à la formation des ODF néo-entrants et 1 journée de formation allouée à la formation des moniteurs. Donc au cours de cette journée, on leur dit votre job, c'est d'apprendre aux ODF à travailler, en gros. Donc avec ça, ils ne sont pas très bien équipés. Or, de nombreux travaux menés dans le champ de la formation professionnelle, je vous renvoie aux travaux de M. Beaujouan, qui n'est pas très loin ici, démontrent que bien souvent, les entreprises sous-estiment le temps alloué à la formation des moniteurs, alors que pour autant, ils ont un rôle central, clé, dans la réussite d'un dispositif de formation. Et bien souvent, on sous-estime les compétences requises pour être un bon moniteur, parce que ce n'est pas parce qu'on sait très bien travailler que ça fait pourtant de nous un bon formateur. Ce sont 2 registres totalement différents. Donc ça va se matérialiser sous diverses formes qui vont venir altérer le processus d'apprentissage. Je vous propose une petite vidéo d'une séquence filmée où le moniteur ici demande au novice ici de réaliser un diagnostic sur l'état du pneumatique. C'est une opération très courante qu'il faut savoir parfaitement maîtriser. Petit aparté, c'est le dernier stage du novice. Dans 2 semaines, il va être sur le terrain. Donc normalement, il devrait déjà presque être opérationnel. Moi, Jérémy, ce pneu-là, je vais faire un retour sur jambe, vu comment l'épaule elle tombe. D'accord. T'as bien fait le tour de ton pneu. Regarde bien partout. Hop. Non, moi, mis à part l'épaule qui tombe, je vois rien de... Alors, moi, ce pneu, je lui fais pas de retour sur jambe. Je lui envoie un retour. Directement. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Eh ben, on a la gomme de liaison aussi. Donc là, c'était une séquence que j'ai volontairement raccourcie, mais il lui donne ça comme explication. Donc après, quelques minutes s'écoulent et j'interviens. Et Jérémy, toi tu le vois comment qu'il y a la gomme de liaison là? Alors on le voit, on a un changement de couleur au niveau de la gomme ici. D'accord, donc ça c'est quand même un repère qui peut être utile pour un novice demain à repérer. C'est sûr. D'accord, et tu le dirais pas comme ça naturellement toi Jérémy? C'est quelque chose qui est complètement automatisé chez toi? Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vu directement par rapport au changement de couleur. D'accord, super. Effectivement, c'est vrai qu'on a vraiment un changement de couleur. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette situation? Le novice, lui, quand on lui demande de faire un diagnostic de l'état du pneumatique, il lui dit je fais un retour sur jante. Un retour sur jante, ça veut dire quoi? Je permute le pneu, donc je le change de sens parce que les pneus se poussent d'un côté que de l'autre, et je le remonte sur le véhicule. Le moniteur, il dit non, il ne faut pas le remonter, il faut l'envoyer directement en retour, parce qu'il est à la gomme de liaison. Et donc, un des repères qu'il utilise pour poser le bon diagnostic, c'est un changement de couleur. Je ne sais pas si on le voit bien au niveau du... on le voit bien? Alors, ce repère, il est capital. Il permet de poser le bon diagnostic sur l'état du pneu. Or, pour autant, il ne l'aurait pas du tout dit au novice. Ce qu'il lui dit juste, c'est « je le renvoie en retour ». Donc, le novice, lui, ne sait pas du tout pourquoi on l'envoie en retour. Et demain, quand il sera sur le terrain, s'il ne dispose pas de ce repère, il ne saura pas faire, tout simplement. Alors, pourquoi? Tout simplement l'expertise comme la conscience des éléments requis pour réaliser une opération. Donc là, il avait une vraie volonté de transmettre son savoir-faire, mais son expertise a gommé la conscience de ce qu'il fallait faire pour poser le bon diagnostic. Je prends souvent cet exemple qui est issu de la conduite automobile. Quand vous commencez à conduire, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je mets le contact, j'embraye, je tire le levier de vitesse vers la gauche, puis vers le haut. Je débraye, j'accélère avec mon pied droit tout doucement. Quand vous êtes expert, tout ça, c'est intégré. Je ne pense pas que quelqu'un ici se dise ça quand il allume sa voiture. C'est exactement pareil dans les situations de travail. Autre situation, on est sur le recreusage des pneumatiques. Recreuser un pneumatique, c'est quoi? C'est redessiner les dessins que vous voyez sur le pneumatique. Ça permet d'augmenter la durée de vie des véhicules. Alors voici ce que dit l'expert au novice. Il lui dit, alors là, regarde bien, je vais te montrer comment on fait pour recreuser un pneu, tu vas voir, c'est facile comme tout, il suffit juste de se laisser guider par la machine.
Alors en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire pour un novice, pour recreuser un pneu? Ben déjà, il faut sélectionner un pneu parmi l'ensemble du stock qui correspondra au mieux à l'usage des véhicules. On ne monte pas n'importe quel pneumatique sur n'importe quel véhicule. Ensuite, il faudra regarder le type des dessins, donc les dessins qui sont dessinés sur le pneu, qui correspond au profil du pneu qu'il a choisi. Ensuite, il faudra ajuster la hauteur de la lame. En fait, ils ont une lame qui leur permet de dessiner les sillons du pneu en fonction des recommandations imposées par Michelin. Si la lame est trop profonde, le pneu est composé de nappes ici, on touche les nappes, le pneu est foutu. La première fois que j'ai recreusé un pneu, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Faut pas le dire. Autre chose, il faut sélectionner la température de la lame en fonction de la spécificité de la gomme. Chaque gomme a ses spécificités. Ensuite, il faut positionner la lame afin qu'elle épouse le sillon du pneu. Il faut positionner ses appuis posturaux pour s'en servir de butée. Il faut également verrouiller son poignet pour permettre le geste de recreusage. Et enfin, il faut faire varier la vitesse de rotation de la machine à démonter les pneus en fonction de la difficulté imposée par le dessin. Recreuser un pneu, c'est pas si facile que ça. Et en 1 an, j'ai jamais réussi à recreuser un pneu correctement. Autre situation. Donc là, je vous propose une petite vidéo aussi. Et puis, on échangera autour de la vidéo. Tourne. 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 Stop. Tire. Tourne. Là, faut qu'il se dégage tranquillement. Faut pas y aller comme un bourrin. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette situation? Le moniteur, vous voyez, il donne que des verbes d'action au novice. Il lui dit tire, 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 tourne. Donc moi, je lui montre la vidéo et je lui dis, tu dis tire, 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 tourne, stop, d'un coup comme ça. Mais qu'est-ce qui te permet de dire qu'il faut tirer? Qu'est-ce qui permet de dire qu'il faut arrêter de tirer? Lui, il me dit, moi, en fait, je regarde le talon du pneu, s'il ne va pas se déchirer. Parce que si tu déchires le talon, le pneu est foutu. Et quand je dis stop, c'est qu'il n'est pas très loin de déchirer le talon. Moi, je lui dis, et ça, tu le vois comment? Moi, j'ai pas vu là que tu allais déchirer le talon. Il dit, je le vois à 2 choses. La première, c'est quand on n'est pas loin de déchirer le talon, il blanchit. Et la deuxième chose, il me dit, c'est que ça s'écoute. Ça fait un genre de bruit particulier qui permet de savoir si le talon va se déchirer ou non. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le moniteur, il explore son environnement de travail. Il prend des informations sur le pneu qui sont visuelles et auditives. En fonction de ces informations, il va les interpréter. Donc, si le talon n'est pas blanc, s'il n'a pas écouté le bruit, il n'y a pas de risque de déchirer le talon. Donc, il lui dit « tire ». Puis, il renouvelle l'opération plusieurs fois. Mais à chaque fois, il se passe ça dans sa tête. Puis, d'un coup, il va dire « stop ». Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces informations, et puis là, il voit que le talon blanchit et que ça fait un bruit particulier. Donc, il va dire « stop ». Mais ce qu'il livre au novice, c'est ça, « stop », la partie visible de l'activité. Or, toutes les logiques qui conduisent à l'action, celles qui ne sont pas visibles justement, il ne va pas lui dire. Et si le novice est privé des logiques qui conduisent à l'action, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir les reconstruire sur le terrain par son propre chef, par essai-erreur, ce qui va être coûteux pour lui en termes de santé et coûteux pour la performance de Michelin Solutions. Dernière situation, dernier écueil, c'est que les moniteurs sont en double tâche, c'est-à-dire qu'ils doivent former les novices et en même temps assurer leur mission d'ODF. Donc ça va venir altérer le processus d'apprentissage. Alors, pour quelle raison? Quand un véhicule d'un client se présente, le moniteur, forcément, il doit traiter le véhicule. Donc ce qu'il va dire, c'est tiens, voilà un cas pratique, exerce-toi sur le véhicule. Or, à ce moment-là, le novice, il ne dispose pas des savoir-faire requis pour réaliser les opérations effectuées sur le véhicule. Pour vous donner une image, je suis fouteux, on a tous des défauts. C'est comme si je demandais à un enfant, je commence à lui apprendre à faire une roulette avant de lui apprendre à faire une passe. Donc le moniteur ne propose pas un apprentissage qui respecte une progression progressive. Donc forcément, les novices se retrouvent en difficulté. Donc l'ensemble de ces écueils, en fait, on a cherché à le matérialiser, à voir quel impact ça pouvait avoir pour Michelin Solutions de former les novices, pas
pas convenablement. Donc on est parti de ce qui fait la rentabilité d'un entretien kilométrique, à savoir l'optimisation de la durée de vie des pneus, le taux d'enveloppe recreusé, le taux d'enveloppe rechappé. Puis on a fait des comparaisons. On a pris 15 experts. 15 experts, c'est des gens qui ont plus de 15 ans d'ancienneté. Et 15 novices, des gens qui ont 1 an de pratique. Donc 1 an de pratique quand même, hein. Ce n'est pas des gens qui ont 1 jour de terrain. Et donc voici les résultats entre des experts et des novices. Donc ces résultats, ils ne vont pas vous parler plus que ça. Vous allez vous dire, oui, il y a des petits écarts, mais ils ne sont pas très importants. Mais si on met des chiffres derrière, un novice, pour un même nombre de pneus traités, il est moins rentable à hauteur de 25 000 € par an. Données validées par les supports de Michelin et par le responsable France en personne. Donc, ce que vous vous rappelez, c'est que la population des EDF est vieillissante. Dans les 10 ans qui vont venir, il va falloir renouveler la moitié de la population. Et donc, pour reprendre les termes du responsable France, ce qu'il me dit, c'est si on continue à former comme ça, il est fort probable que notre offre elle soit plus viable, économiquement parlant, pour Michelin Solutions. Donc, on a tout intérêt à investir dans notre dispositif de formation. Ce qui se passe aujourd'hui, avec une image, c'est qu'on n'a pas suffisamment outillé les moniteurs. C'est qu'on a pensé que, parce que c'était des bons travailleurs, forcément, ça serait des bons moniteurs. Or, ça s'apprend. Il y a des formateurs dans la salle ici, vous direz que c'est un métier à part entière. Et donc, les experts partent à la retraite, tout simplement, avec l'ensemble de leur savoir-faire, qui constitue une véritable richesse pour Michelin Solutions, et ils n'ont pas le temps de le léguer aux novices. Comme vous le savez, hein, dans le travail, les questions de santé et de performance sont reliées. Donc ce n'était pas étonnant du tout de voir que la prise de poste était vécue comme un véritable traumatisme pour les novices. Lorsque j'ai pris mes fonctions, au début ça a été très difficile, j'étais complètement perdu. La nuit, je n'arrêtais pas de réfléchir à si je n'avais pas fait de bêtises, si les véhicules ne risquaient pas d'avoir des problèmes. On sous-estimait bien souvent la responsabilité qu'avait un opérateur de flotte. S'il fait une mauvaise manip sur un pneu, on peut aboutir à ce genre de situation. Et ça, il vit tous les jours avec. Donc c'est dur pour lui, s'il n'est pas suffisamment formé, d'intervenir dans de bonnes conditions et d'être serein au niveau de sa santé mentale. Je ne vais pas débattre les autres verbatim, mais du coup, au début, j'étais tout le temps dans l'urgence, tout le temps dans le stress. Au bout de 2 semaines, j'ai failli tout arrêter. Tu es tout seul, tu n'as personne pour t'aider et tu ne sais pas par quoi commencer. Donc les EDF, en plus de ne pas être rentables à leur prise de poste, c'était extrêmement coûteux au sein de leur santé. Je vais terminer en empruntant un modèle Synergia, donc qui est une boucle insidieuse. Donc les moniteurs sont en difficulté pour transmettre leur savoir-faire. Donc forcément, les novices vont être en difficulté pour construire des savoir-faire. Donc derrière, qu'est-ce qu'on voit? Un déficit de rentabilité, des prises de poste traumatisantes pour les novices. Or, pour rappel, hein, ce que voulaient nos formateurs, c'est faire en sorte que les EDF soient le plus performants possible à leur prise de poste. Et le processus d'apprentissage tel qu'il était réalisé ne permettait pas ceci. En ce qui concerne le plan d'action, donc voici ce qui a été mis en place. Donc former les moniteurs à l'acte de former. Donc des modules de formation sont mis aujourd'hui à disposition des moniteurs. Création d'un support vidéo à partir de la chaîne YouTube Michelin pour illustrer les principaux écueils rencontrés par les moniteurs en situation de formation et donner des conseils pratiques sur la manière de les éviter. Réaliser des autoconfrontations croisées avec l'ensemble des moniteurs à partir de séquences vidéo de ces derniers en situation de travail pour capitaliser les modes opératoires adoptés et les repères mobilisés par ces derniers. On a dû malheureusement pas la réaliser parce que le contrat de professionnalisation ne vous permet pas. Ça me semble aussi important de vous montrer qu'un plan d'action, c'est pas que des réussites, hein. Il y a des stops et dans la vraie vie d'un ergonome, il y a des stops, hein. On fait pas tout ce qu'on veut non plus. Et ça me semblait vraiment important de le partager avec vous ce soir. Donc derrière, proposer des sessions d'appui pour permettre aux moniteurs de partager leur expérience à propos des stages qu'ils auront animés et des modes opératoires adoptés pour former les novices. Permettre aux moniteurs de proposer un apprentissage progressif aux novices. Donc là, il y aura un itinérant, un satellite qui va être présent sur site quand on sera en situation de formation. Donc ça permettra aux moniteurs de ne pas être en double tâche et donc d'allouer 100% de son temps à la formation du novice. L'itinérant remplacera le moniteur sur les aspects métiers. Et enfin,
accompagnement des novices à leur prise de poste par un pour faciliter cette dernière. Donc, ce qui a été acté, c'est un compagnonnage de 3 mois pour accompagner les novices. Je vous remercie de votre attention et maintenant, place aux échanges.